l'aménagement en gros du quartier. Ensuite, M. Jarry vient de nous parler un peu du modèle économique qui pose, en tout cas, si on en est là, c'est le résultat d'une politique, de choix et d'un modèle aussi. Hein, c'est pas automatiquement une question de gestion, dites-vous. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, parce que la mairie débat peut-être la question de la gestion. Jean-André Lasserre, si on en est là, c'est aussi une affaire politique, c'est un problème de gouvernance. Dans ce pays, on a des difficultés à évaluer les politiques publiques. C'est une politique publique dont on parle là. Alors j'aimerais bien savoir au niveau de la gouvernance, avec les deux institutions, la première c'était les femmes, et maintenant de facto, enfin comment les deux fonctionnent d'ailleurs, et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Merci, bonsoir. Peut-être en préalable, vous l'avez bien compris, votre face-à-face, ou la rencontre, ou la relation à la défense, elle a commencé dans nos quartiers de Courbevoie par des projets. Mais très vite, vous avez été amené, nous avons été amenés à nous rendre compte qu'il y avait un lien entre ces projets et la façon avec laquelle les différents responsables politiques ont essayé de trouver des réponses à cette crise qui est en train de vivre ce quartier. Parce qu'en fait, il y a bien une crise à la fois de l'offre et de la demande. Alors, le péché originel de toute cette opération, c'est que finalement, depuis 50 ans, rien n'a été prévu pour entretenir l'ensemble des équipements et la dalle qui représente l'ossature sur lequel repose le quartier. Non seulement rien n'a été prévu, mais rien n'a été provisionné. Au bout de 50 ans, il a fallu quand même se poser la question de selon quelle modalité va-t-on pouvoir trouver les moyens de remettre en état cette dalle. C'est là où l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est dit « J'ai trouvé le remède magique, je vais faire construire beaucoup de tours supplémentaires, on les rénove et on en rajoute du mètre carré ou des nouvelles, peu importe l'endroit, peu importe l'environnement, et ainsi je vais dégager des marges suffisantes grâce au droit à construire que génèrent ces projets. Le problème, c'est que ces hypothèses et ces décisions ont été prises sans qu'il y ait une connaissance suffisante de ce que recouvrait le patrimoine et la qualité
de ce patrimoine. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est l'ampleur des travaux qu'il faut prévoir, notamment sur l'étanchéité de la dalle, ce qui peut représenter des montants extrêmement importants. En même temps, il a fallu répondre à des critiques formulées par la Cour des comptes. Nous sommes en 2006, en disant qu'il n'est pas normal que l'EPADESA et l'EPAD à l'époque s'occupent à la fois du développement et de l'entretien. Et donc la deuxième idée qui a été trouvée, c'est de dire, voilà, il y a d'un côté l'EPAD, il viendra ensuite l'EPADESA. Nous avons été aux côtés de nos frères pour combattre cette expansion. Et à côté, on va créer un établissement, le BGD, qui viendra de facto et qui, lui, sera chargé de l'entretien de la dalle. Plus deux décisions complémentaires. La première, c'est que à de facto revient la propriété de ce domaine et à l'EPADESA uniquement les zones sur lesquelles des développements sont prévus. Et deuxième décision, pour pouvoir remettre à niveau de la dalle, il faut prévoir de l'argent. Un procès verbal dit qu'il y aura un montant de près de 120 millions d'euros qui sera versé par l'EPADESA de facto, mais ces 120 millions d'euros doivent venir justement des recettes générées par les tours qu'il faudra construire sur le quartier. À cela s'ajoute également, toujours par le même raisonnement, 140 millions d'euros pour la mise aux normes des tunnels. Ça fait donc près de 250 millions d'euros. Alors, premier problème, il n'est pas du tout certain que les 250 millions d'euros puissent suffire à répondre au problème de mise à niveau de la dalle. Aujourd'hui, jusqu'en 2015, pardon, de facto, donc le PDG qui est chargé de cette mise à niveau prévoit 90 millions d'euros. Dans ces 90 millions d'euros, il n'y a pas encore les informations sur tout ce qui est étanchéité, sur toute la question de l'amiante, sur la question en partie des réseaux d'assainissement qui sont obsolètes, et des galeries, etc., etc. Autrement dit, nous sommes bien loin, vraisemblablement, des montants qu'il va falloir prévoir. Mais non seulement on ne sait pas ce qu'il va falloir financer, mais deuxièmement, les espoirs n'ont pas été, les objectifs, pardon, n'ont pas été atteints. Pour une raison très simple, c'est que pour pouvoir trouver cet argent permettant de financer cette remise à niveau sans que quiconque ne participe à la prise en charge au-delà de ce montage, eh bien, il aurait fallu encore plus de tours que celles qui ont été prévues pour parvenir à ce
résultat, parce que pour parvenir à ce résultat, il faut raisonner en marge nette. Quand on vous dit aujourd'hui que, par exemple, la tour phare va rapporter 50 millions d'euros de droits à construire à l'EHPAD Aleza, mais c'est faux. Ça, c'est du brut. Il faut enlever tous les aménagements pour pouvoir permettre de réaliser les travaux. Et quand on arrive sur du net, eh bien, c'est entre 0 et 3 millions d'euros que va rapporter la tour phare. Si on prend la tour Hermitage ici, également, on nous dit que c'est 50 millions d'euros. Mais si on imagine, si on regarde déjà les aménagements à prévoir, parmi lesquels notamment les bretelles, il y a la circulation qu'il faut modifier, etc., etc., eh bien on constatera que là encore, on n'y arrivera pas à ces 50 millions d'euros. Et que donc, du coup, on est largement en deçà de ce qui avait été prévu, programmé. C'est ce qui explique pourquoi, quand on analyse finalement le budget de l'EHPAD, je ne connais pas, je ne siège pas dans ce conseil d'administration, mais l'hypothèse que je fais, et quand on regarde ce qui nous est présenté, eh bien la fuite en avant, elle consiste à annoncer des projets avec des recettes qui sont des recettes en règle générale brutes, hypothétiques, et en plus des projets qui ont été quelque peu décimés à la fois par la crise, et en même temps décimés compte tenu des contraintes que finalement les promoteurs ont pu constater. Du coup, on a commencé à brader ces droits à construire pour ces deux raisons. Et du coup, il y a à la fois moins de promoteurs qui se présentent, il y a en même temps une demande qui a changé considérablement, à la fois du point de vue du coût, acceptable ou pas, notamment pour les sièges sociaux, et du point de vue des superficies. Et voilà pourquoi nous sommes dans cette situation de crise, dans cette impasse. Et voilà pourquoi on vous a proposé dans certains quartiers des projets qui paraissent absurdes. Pourquoi prévoir une tour qui coupe une ville? Pourquoi s'attaquer à des logements? Pourquoi installer une tour dans un carrefour stratégique du point de vue du système de transport, etc., etc. Et tout ceci s'est fait dans le désordre, parce qu'il y avait une telle urgence que du coup, ça a été fait au fur et à mesure des opportunités qui se présentaient. Et ça, c'est l'autre problème qui s'est posé dans cette gouvernance, c'est que ça a été fait sans qu'il y ait de projet urbain digne de ce nom. Une opportunité se présentait. Un promoteur avait une idée, et bien finalement l'EHPAD Aleza disait bon, allons-y. L'EHPAD Aleza s'est comporté et se comporte comme un promoteur immobilier, non pas comme un aménageur. Nous sommes dans une opération d'intérêt national. Nous avons en face de nous un promoteur immobilier. Et finalement, lorsqu'il y a des concertations qui commencent à se mettre en
place. Quand elles ont lieu, l'EPADESA se tient en retrait et c'est le promoteur qui vient vous expliquer que tout est parfait et que les seuls aménagements que l'on pourra apporter, c'est quelques petites placelles. Pour le reste, vous verrez ce qui se passera lorsque les tours sont construites et vous subirez des inconvénients. Et non seulement nous sommes confrontés à une crise du point de vue de l'offre et de la demande, mais tout a été fait tellement vite, les textes ont été adoptés tellement rapidement, ce qu'on a cessé de dénoncer lorsque ça a été abordé au sein de nos deux assemblées, eh bien, on n'a pas été suffisamment vigilant sur les problèmes juridiques. Tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a une lutte de compétences entre de facto et les PADESA pour savoir qui est compétent du point de vue de la propriété de cet ensemble, de ce domaine. Les PADESA dit, c'est moi, sur les aménagements, de facto dit, mais quand les aménagements sont terminés, c'est moi. Mais en même temps, les textes ont l'air de dire que sur tout ce qui est les droits à construire, ça n'est pas de la compétence de facto, mais plutôt de l'EPADESA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des opérations qui sont en cours, en tous les cas, certaines d'entre elles, sont particulièrement bloquées. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette situation panique qui a été finalement la mise en place de tous ces textes, c'est que du coup on a été jusqu'à dans ce désordre, dans ce chaos non maîtrisé du point de vue des opérations immobilières, jusqu'à laisser se développer des projets mortifères pour les opérateurs qui sont sur la dalle. Aujourd'hui, par exemple, le projet Hermitage est contesté par deux propriétaires de tours. Ici, la tour Alliance et de l'autre côté, la tour First. Si la tour Hermitage se construit, la tour First perd 20% de sa valeur. Parce qu'une partie de la tour sera masquée par les autres tours. Et si on y rajoute la tour Alto juste à côté, donc voilà comment on introduit une logique qui finit par fragiliser l'existant. Et je poursuis les exemples. Si on prend le cas 30 secondes de cette opération sur Hermitage, où on a cédé du parking près de 700 places, alors que les parkings devraient constituer la principale ressource de l'EPADESA. Voilà dans quel modèle nous sommes, un modèle kafkaïen, et c'est la raison pour laquelle il faut apporter des réponses et mettre un terme à cette idée que c'est en rajoutant des tours autour qu'on pourra proposer des solutions